Allez, on accueille Sophia Chikirou, candidate pour la France Insoumise à la mairie de Paris. Sophia Chikirou qui est députée de Paris, conseillère régionale Île-de-France, membre de la France Insoumise. Fabrice, commencez à poser votre première question à Sophia Chikirou. Merci à tous. Je m'appelle Fabrice, j'ai 44 ans. Mais que comptez-vous faire pour que les habitants modestes puissent rester dans leur quartier avec des loyers et un coût accessible? Deuxième question, que comptez-vous faire plus largement pour que les personnes les plus en difficulté puissent trouver les logements sociaux dans Paris? C'est une question complémentaire. Ma question c'est, que ferez-vous pour installer durablement une structure de retour à l'emploi dans notre quartier pour que l'on n'ait plus à traverser Paris pour trouver de l'aide? Et que ferez-vous pour ramener de l'emploi dans nos quartiers populaires pour que les entreprises s'y installent et embauchent réellement des habitants du coin? Alors bonsoir, merci Fabrice. J'aurais bien aimé, Fabrice, avant de vous répondre, que vous me disiez un peu qui vous êtes. Parce qu'on m'avait dit que j'aurais la chance de pouvoir... Alors c'est vrai, Fabrice a déjà posé la question et s'est présenté tout à l'heure avec un autre candidat. Mais Fabrice, peut-être en 1 minute 30, vous pouvez effectivement redire à Sophia Chikirou. Moi j'ai été aidant pendant 7 ans pour ma maman. Voilà, donc j'ai mis de côté ma carrière professionnelle pour pouvoir l'aider. Et ça isole. Ça isole, voyez-vous, parce que on ne se sent pas aidé vraiment dans la vie de tous les jours. Pas du tout, parce qu'il y a d'autres problématiques qui sont peut-être plus privées. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une difficulté de tous les jours. Voilà. Parce que si elle n'avait pas moi, ma mère, si elle n'avait pas aussi mon petit frère, ma petite sœur, elle serait seule. Elle serait morte avant, en fait. Parce qu'elle est morte après son mari. Maman, elle a donné toute sa vie pour ses enfants. Donc moi, j'ai estimé que c'était un retour, un renvoi d'ascenseur, comme on dit. Que de faire ça pour elle, je l'ai fait gratuitement parce que je voulais pas d'aide. J'ai même dit à ma belle-sœur, je veux pas de tout ça parce que c'est ma mère. Elle m'a de nouveau ouvert sa porte alors qu'elle était pas obligée. J'étais en rupture sentimentale, je me serais peut-être retrouvé à la rue, qui sait, je sais pas. Mais sans elle, je serais pas là aujourd'hui. C'est tout aussi simple que ça. Merci beaucoup Fabrice. Je vous ai posé la question parce que je trouve que c'est toujours très important de savoir que quand on se mêle de la vie publique, de la vie politique, de l'intérêt général, souvent on le fait à partir de ce qu'on est, de son histoire. Moi ça me parle beaucoup ce que vous racontez là sur le fait d'être un aidant, parce que je suis dans cette situation, on a le même âge à peu près, je suis un peu plus âgée, et je suis dans cette situation d'être la fille d'un papa qui vit seul à Paris, et là je vous quitte tout à l'heure, je vais le rejoindre parce qu'il est malade, il a la grippe, et que je veux m'assurer qu'il mange, enfin des choses comme ça. Et c'est vrai que ça nous occupe beaucoup, et c'est quelque chose parfois qu'on mesure mal dans la vie. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui beaucoup de gens à Paris, ailleurs aussi, mais on va parler de Paris, on voit beaucoup de Parisiens qui accumulent comme ça moi j'appelle ça des boulets, même si bien sûr avec tout l'amour et l'affection qu'on a pour nos parents, on les considère pas du tout comme des boulets, ou nos enfants, ou les personnes qui nous entourent, c'est pas le sujet, mais je me dis on démarre pas dans la vie avec la même légèreté tous, quoi. Et là, vous me décrivez une situation et un parcours où les obstacles peuvent devenir vraiment des choses qui vous empêchent de vivre et de vous épanouir. Or, quand on vient à Paris, ou quand on vit à Paris, dans une grande capitale comme celle-là, ce qu'on vient chercher d'ailleurs ou de France, de n'importe quelle région ou du monde entier, ce qu'on vient chercher justement, c'est de pouvoir s'émanciper, s'accomplir, progresser, imaginer, réaliser des choses. Et parfois, on est empêché ou on a le sentiment d'être empêché pour diverses raisons. Vous m'avez interrogé sur la question du logement. C'est le premier problème des Parisiens, mais des Parisiens qui n'en ont pas, comme des Parisiens qui en ont un de logement. Moi, je connais très peu de Parisiens qui me disent qu'ils sont heureux dans leur logement, qu'ils ont le logement dont ils ont rêvé, ou le logement qui répond à leurs besoins, ou le logement qui les satisfait. Je connais beaucoup plus de Parisiens qui me disent que pour pouvoir vivre et avoir un toit sur la tête et du chauffage et de l'eau courante, etc., ils doivent y consacrer quasiment 50% de leurs revenus, ou en tout cas c'est la moyenne parisienne, plus de 34%. Je connais beaucoup plus de gens qui me disent j'aurais bien aimé avoir une chambre de plus. Bon, je dors dans le salon et mes enfants dorment dans la chambre. Moi je connais beaucoup de mères de familles monoparentales qui me racontent que leur lit c'est un clic-clac qu'elles déplient une fois qu'elles ont couché les enfants. Et donc oui, c'est un vrai sujet. Et ce qu'on constate à Paris, c'est deux choses.
il y a eu tout ce qui relève du marché privé, où indéniablement Paris est la victime de la spéculation immobilière qui est organisée à la fois au niveau international et national, et de l'action des multipropriétaires et de ceux qui tirent profit du logement, soit par la location, soit par le Airbnb, etc. Et on a aujourd'hui plus de 230 000 logements vacants à Paris qui participent de la spéculation. Donc on a un problème sur le marché privé qui était normalement destiné aux classes moyennes, plus ou moins. Et puis on a un problème dans le logement social. Je vais très vite, puisqu'on a peu de temps, mais on a un problème dans le logement social qui est qu'on a cessé de construire en fait des logements sociaux à Paris, on a cessé de transformer, on le fait de façon marginale, et ce qu'on produit aujourd'hui comme logement public, c'est pas du social, c'est ce qu'on appelle du loyer intermédiaire, c'est fait pour essayer d'absorber les classes moyennes qui, elles, peuvent plus se loger dans le privé. Moi, j'en fais une priorité communale. Quand j'ai annoncé ma candidature, j'ai dit éducation communale, c'est ma priorité, donc priorité budgétaire, et baisser les loyers. J'ai pas dit faire des logements, j'ai dit on va baisser les loyers. Juste sur Chekirou, il y avait une question aussi sur l'emploi. Oui, sur l'emploi, tout à fait. Oui, sur l'emploi et l'emploi de proximité. Et alors là, moi, je connais bien ma circonscription parce que je suis élue du 11e, 20e arrondissement. J'ai des associations de travail de proximité. Ils font par exemple de l'aide à la personne, notamment aux personnes âgées. Le système existe à Paris, on nous dit il est plutôt bon. Non, il n'est pas bon parce qu'il est délégué à des prestataires privés qui embauchent des gens dans des conditions hyper précaires, qui les payent mal. Et donc, moi, j'ai un papa qui a droit à une aide à domicile, mais je ne trouve personne qui puisse venir tous les jours. Ça change tous les jours. On me dit une semaine, c'est telle personne, après c'est l'autre. Moi, mon père, il a 77 ans, il n'a pas que ça à faire, expliquer toutes les semaines à une personne comment ça se passe pour lui. Enfin, vous comprenez, vous savez très bien de quoi je parle, vous le vivez aussi. Moi, je dis, il faut savoir municipaliser ce genre de service. C'était municipalisé avant, on n'a pas inventé les choses il y a 5 ans, 10 ans. On peut créer des coopératives, la mairie de Paris étant le principal client de ces associations, puisqu'il leur confie des prestations, par exemple, d'aide à la personne, que ce soit pour les personnes âgées, etc. On peut créer de l'emploi de proximité de cette façon-là. Et je suis d'accord avec vous pour dire, aujourd'hui, il faut un interlocuteur local. Alors, il y avait les missions locales qui sont plus ou moins démantelées, qu'on a cessé de financer, dont l'existence est remise en cause par l'État, la région qui a cessé de les financer. La ville de Paris ne doit pas renoncer à avoir des missions locales qui sont les mieux à même de contribuer à l'accompagnement vers l'emploi. Bonsoir Madame Chekirou. Moi j'ai décidé de vous parler de la protection de l'aide sociale à l'enfance. Alors je vais vous parler de 2 protections de l'aide sociale à l'enfance. De manière générale, le placement et les mineurs non accompagnés en général. Moi étant mineur non accompagné, donc je vais essayer d'insister un peu sur ce point-là. De manière générale, vous êtes député, vous le savez, la situation de l'aide sociale à l'enfance, en tout cas en France, elle est catastrophique. Depuis la DAS jusqu'à maintenant l'ASE. Nous, dans notre collectif d'associations Les Oubliés de la République et le comité de vigilance des enfants placés qu'on avait créé, qui regroupe aujourd'hui, enfin en tout cas avant que ça soit mis en sommeil, on était à peu près plus de 400. Et parmi ce collectif, il y avait des plus âgés qui ont connu la DAS. Et ce qu'ils nous disent dans notre réunion, ils disent, mais en fait, depuis la DAS jusqu'à maintenant l'ASE, il y avait 4 générations, 5 générations, rien n'a changé. Le rapport parlementaire en a conclu qu'il faut refonder ce système. Donc ça, je n'ai pas peut-être besoin de développer trop là-dessus. J'aimerais vous entendre là-dessus à peu près, mais aussi les MNA, parce que moi, je suis un ancien mineur non accompagné. La situation, elle est intenable aujourd'hui dans toute la France. Mais on va se concentrer sur Paris, parce que c'est Paris dont vous voulez être maire, et Paris est un département, vous le savez très bien. Mais je vais vous poser 3 questions. La première des questions, parce que vous êtes député. Le mercredi, il y a 2 PPL, ces 2 PPL-là que je vous dis arrivent à l'Assemblée nationale. Le 11, un qui concerne l'avocat obligatoire en cas de mesure d'assistance éducative, et deuxième, c'est la reconnaissance de la minorité. Est-ce que allez-vous soutenir ces 2 PPL-là le mercredi? La deuxième question, est-ce que quand vous êtes élu, quand vous serez maire de Paris, vous mettrez fin à cette situation intenable des MNA qui dorment dans la rue et reconnaître la présomption de minorité, en tout cas les accompagner? Troisième question que je n'ai pas pu poser à votre prédécesseur, c'est plutôt donner à tous ces mineurs isolés un tuteur légal. C'est ça qui pose problème aujourd'hui, parce que sans tuteur légal, on ne peut pas les scolariser. Est-ce que vous prendrez une disposition, ne serait-ce que transitoire, en attendant de trouver une solution au niveau national dans la loi,
pour faire que si ces jeunes-là arrivent, qu'ils puissent au moins être scolarisés, que la scolarisation ne dépend pas du blocage du tuteur légal. Je vous remercie. Merci infiniment. C'est des questions qui sont très précises. C'est-à-dire que c'est un sujet que je connais bien parce que depuis que je suis élue, c'est un sujet que je suis d'extrêmement près. Il y a eu l'occupation, par exemple, de la Maison des Métallos en face de ma permanence qui a duré plusieurs semaines. Et encore le week-end dernier, mon collaborateur m'appelle et me dit on a 3 enfants qui sont à la rue. Ils n'ont pas où dormir. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, en dernier recours, j'ai dit on ouvre la permanence et on ne les laisse pas passer la nuit dehors. C'est un sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur. Nous, on a travaillé sur notre programme de refondation de la protection de l'enfance en se disant on doit partir d'un principe simple. Les enfants qui sont confiés à l'ASE à Paris sont nos enfants. On ne peut pas continuer de dire c'est une affaire qui relève de l'État ou d'un manque de moyens, etc. Nous avons la responsabilité à la fois en tant que compétence de la ville de Paris, mais nous avons la responsabilité morale de traiter ces enfants-là mieux qu'on pourrait à la limite traiter nos enfants, puisque ce sont des enfants qu'on a confiés à la collectivité par décision de justice. Ça, c'est pour tous les enfants de l'ASE. Concernant les MNA plus particulièrement, les mineurs isolés, j'ai assisté à une scène où les policiers ont mis dehors un enfant. Ils n'ont pas enregistré la vraie date de naissance qu'il avait donnée avec le vrai document qu'il avait donné. On a fait demi-tour avec lui en exigeant qu'il corrige. Ils ont refusé de corriger et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec une OQTF en fait. Et donc, je l'ai vu de mes propres yeux et je sais que vous avez raison, on ne peut pas continuer comme ça. Nous, ce qu'on propose, d'abord, pour ce qui est de jeudi, oui, nous voterons les 2 propositions de loi. Elles sont prévues dans le programme. Après, les propositions de loi qu'on fait passer dans des niches parlementaires, il faut qu'ensuite qu'elles aillent au Sénat. Il y a des chances qu'elles aillent au Sénat. Ensuite, qu'elles reviennent. Ça veut dire pas avant 1 an. Nous, ce qu'on propose, c'est dès mars, si je suis élue, il faut qu'on pratique ces choses-là au niveau du département de Paris. Donc oui, la présomption de minorité, elle sera d'office. Et cela implique quoi? Cela implique que l'État ne finance pas ces enfants-là. Donc ce sera à la charge complète de la ville de Paris. Ben, on mettra le budget. Donc je décide en tant que puissance publique et responsable politique de mettre les moyens nécessaires. Moi, je suis sûre que les gens qui votent pour nous et qui se disent elle a ça dans son programme, ils veulent que j'agisse comme ça. Ils veulent pas qu'on laisse les enfants à la rue dormir dehors. Merci Sophia Chikirou. On a un petit carton jaune là. Est-ce que vous voulez vous exprimer pour expliquer pourquoi? Il y a un micro là. En fait, bonjour tout le monde. C'est une manière pour moi de vous poser ma seule question que j'avais. Voilà. Je m'appelle Ousmane, je suis bénévole au Cèdre Secours Catholique. Je suis en France depuis 9 ans. Mais ma question est que pensez-vous faire pour des personnes sans papier qui sont là, qui ont contribué pour la construction de la France avant les Jeux Olympiques, qui ont travaillé pendant plusieurs années, mais ils sont dans des logements insalubres, qu'ils payent des loyers, n'est pas déclaré, ils n'ont pas le droit à aucune aide dans ce pays. Donc je voudrais vous demander que pensez-vous faire quand vous serez élu comme maire de Paris pour des personnes comme ça? Avec la France Insoumise, on défend bien la régularisation de tous les travailleurs sans papier et bien sûr, on défend le principe du regroupement familial et on défend ces principes-là de régulariser les gens parce que on a toujours dit, une fois que les gens sont là, une fois qu'ils travaillent là, ils vivent là, ils ont le droit à avoir une situation administrative qui les mette en conformité. Maire de Paris ne permet pas de régulariser les gens, malheureusement, mais maire de Paris permet toutefois de défendre les gens qui sont des travailleurs sans papier et qui ont travaillé ou qui travaillent, et on le sait très bien, pour des prestataires de la ville de Paris. Donc il s'agira pour nous, en tant que maire de Paris, d'agir, de peser et de mener ce que j'appelle moi le bras de fer avec l'État, c'est-à-dire et avec les grandes entreprises qui souvent sont des employeurs à travers leurs sous-traitants, etc., de travailleurs sans papier. Mais c'est la seule façon qu'on aura d'agir concrètement. Pour tout ce qui est du logement insalubre, nous avons proposé dans notre programme de logement de créer la brigade du droit au logement, dont un des rôles, une des fonctions principales sera justement de repérer les logements insalubres, parce qu'on n'arrive pas encore à tous les identifier, et de mettre en place, que ce soit avec les propriétaires, bailleurs ou les copropriétés, les moyens pour remettre en état les logements et reloger les gens qui sont logés dans ces logements insalubres. Merci beaucoup à vous pour votre question et à vous, Sophia Chikirou, d'y avoir répondu. Dernière question, je passe tout de suite la parole à Sylvie. Merci Sylvie, on peut l'applaudir et l'encourager.
Je m'appelle donc Sylvie. J'ai été SDF pendant une vingtaine d'années. Je suis SDF. J'ai été bénévole au Secours populaire pendant 3 ans. J'ai eu des formations en étant dehors. J'ai travaillé en étant dehors. Et comme je vous dis, ça fait donc 20 ans de galère. En tant que femme à la rue, je pense qu'il manque des structures. Justement, que comptez-vous faire sur ce point? Valgiros essaye aujourd'hui d'ouvrir un centre d'hébergement pour les gens qui ont plus de 20 ans de rue. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'on puisse ouvrir des hébergements pour des gens qui ont plus de 20 ans de rue? Moi, je ne trouve pas ça correct et je ne peux pas concevoir qu'on peut laisser les gens comme ça aussi longtemps dans la rue. Et en plus, personne n'en a parlé, mais la mort... On rencontre la mort aussi, parce que moi, j'ai connu des gens qui sont morts dans la rue au bout de 20 ans de rue, de drogue, d'alcoolisme. On peut éviter et que les procureurs ne disent pas « on va faire une enquête ». C'est avant qu'il faut les loger, c'est pas après quand ils sont morts. On est vraiment déshumanisé quand on est dans la rue. On ne se lave pas, il y a de la violence, c'est pas normal tout ça. Et quels sont les droits des êtres humains dans ces conditions? Quels sont leurs droits? Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, une dernière chose, il faut que nous puissions facilement aussi nous réinscrire sur les listes électorales. Ça aussi. Sylvie, merci beaucoup. Écoutez, c'est un sujet qui se travaille avec des gens qui connaissent ce sujet-là et des professionnels. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce que fait le collectif Revers. Le Revers. Non, mais c'est vrai, parce qu'ils ont une proposition sur la table sur laquelle on doit se prononcer. Et quand j'ai donné ma première interview au journal Le Parisien, je me suis dit, bon, ils ont 12 propositions concrètes d'action sur tous les sujets que vous venez d'évoquer. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas tous les citer, mais ils ont 12 propositions. Ils estiment cela à un budget de 110 millions d'euros. Ils disent, voilà, ça coûtera 110 millions d'euros, mais dedans, vous devez absolument distinguer ce qui est l'investissement de départ de ce qui est le fonctionnement ensuite qui permettra. Donc, en réalité, il faut qu'on regarde cela de près. Et moi, je me dis, pour qu'on en arrive à dire qu'il faut 1% du budget de la ville de Paris pour créer un choc de solidarité, si ces professionnels, en quelque sorte, ces gens expérimentés et qui sont au quotidien en contact avec les personnes de la rue, nous disent qu'il faut 1% du budget communal, c'est qu'il le faut. Ce n'est pas des gens qui viennent en exagérant les choses. Encore une fois, ce sera une question de choix politique. Est-ce que, aujourd'hui, je peux me présenter devant vous et dire, moi, je serai la maire qui mettra ce 1% de choc de solidarité? Vous connaissez ma famille politique. Moi, j'ai décidé que les priorités pour les Parisiens, ce seraient ces priorités-là. Je veux m'occuper des besoins des gens. Donc, moi, je ne suis pas une professionnelle du sujet, mais je me fie à ce collectif qui, aujourd'hui, pose une proposition sur la table. Si c'est 1% du budget de la ville à mettre, moi, je ne vois pas pourquoi on ne le mettrait pas. Merci beaucoup. Merci.